Correction de l'activité 5, l'exemple de la sélection naturelle. Donc vous êtes face à une activité documentaire guidée, donc il y a un certain nombre de questions et une suite documentaire. D'un point de vue méthodologique, il est important de commencer par lire une fois tous les documents et ensuite revenir aux différentes questions dans l'ordre en cherchant à chaque fois quels documents permettent de répondre à la question à laquelle on s'intéresse à ce moment-là. Nous allons commencer tout de suite et je vais naviguer entre les questions et les documents pour vous montrer dans quel ordre vous auriez dû faire les choses. Donc, dans un premier temps, on vous demande dans la première question de décrire l'évolution de la fréquence des allèles C majuscule et C minuscule sur 100 ans de la région industrielle de Manchester. Donc, si vous avez déjà lu les documents, vous avez une idée de quoi on parle. Face à cette question, il faut se demander déjà quels sont les mots que je suis censée connaître. Et un mot important, le voilà, allèle. Donc les allèles, comme nous l'avions vu dans le premier chapitre de l'année, je vous rappelle que ce sont les différentes versions d'un gène qui sont à l'origine de différentes versions d'un caractère que l'on peut observer sur un individu. Donc, si on va voir les documents, le premier document nous parle de deux spécimens de la phalène du bouleau, qui est une espèce de papillon nocturne, qu'on trouve sous deux formes. Une forme à couleur claire, correspondant à l'allèle petit c, donc la forme appelée typica, et une forme à couleur sombre, Carbonaria, qui possède l'allèle grand C. Donc, un même gène, existant sous deux allèles différentes, un étant à l'origine d'une couleur des ailes et du corps plutôt clair, et un autre à l'origine d'une couleur plutôt foncée. On vous demande de décrire l'évolution de la fréquence de ces allèles sur 100 ans dans la région industrielle de Manchester. Donc, pour identifier et localiser ces allèles, déjà, on se trouve face à une série de cartes. Donc, la Grande-Bretagne en 1830, on se rend compte par la présence de petits camemberts tout blancs, ou presque tout blancs, que globalement, il y avait de très faibles proportions de la forme Carbonaria foncée dans toute l'Angleterre en 1830. Ça veut dire que du coup, tous les papillons étaient plutôt clairs. En 1950, par contre, on se trouve dans une répartition très différente. C'est-à-dire que dans cette zone-là, on a plutôt des papillons majoritairement clairs, tout comme c'était le cas en 1830. Par contre, en 1950, là, on va avoir des proportions de plus en plus grandes de formes Carbonaria foncées dans une très grande partie de l'Angleterre. Et enfin, dans le document 4, on trouve un graphique. Et lorsqu'on veut décrire une évolution de quoi que ce soit, c'est bien pratique de trouver un graphique. Et justement, il présente la fréquence des allèles petit c, C minuscule et C majuscule sur 100 ans dans la région industrielle de Manchester. Donc ce graphique présente une évolution des fréquences en fonction du temps dans l'année. Les fréquences sont présentées entre 0 et 1, que l'on peut aussi concevoir comme une évolution entre 0 et 100%. On constate que l'allèle C majuscule présente au départ une fréquence de 0 jusqu'à environ 1868, date à laquelle les fréquences commencent à augmenter jusqu'à environ 1880 pour atteindre un maximum d'environ 0,90-0,95 qui restera stable jusqu'en 1948. L'allèle C minuscule, quant à lui, présente en 1848 une fréquence de 1, donc 100%, c'est-à-dire que tous les papillons présentaient cet allèle C minuscule à ce moment-là. Cette fréquence est restée stable jusqu'à environ 1868 pour ensuite diminuer de façon très importante jusqu'à 1888 où elle atteint une fréquence d'environ 0,25. De 1888 à 1948, cette fréquence diminue encore pour atteindre environ 0,10, 0,05 environ.
Et voilà que nous avons répondu à la première question. Deuxième question. Comment expliquer la présence de plusieurs allèles, C majuscule? Question 3. Comment expliquer que l'allèle grand C soit prédominant dans la population de phalènes du bouleau vivant dans les zones industrielles et que l'allèle petit c soit prédominant dans les zones non industrielles? Quel est le mécanisme à l'origine de cela? Faire les liens logiques. Pour comprendre cette question, il nous faut les documents 2 et 3. Donc, dans le document 2, on apprend qu'au milieu du 19e siècle, donc c'est-à-dire environ 1850, lorsque l'industrialisation a pris de l'ampleur, on observe deux formes de phalènes. Un nouveau type de phalène, c'est-à-dire qu'avant toutes les phalènes étaient plutôt claires, et après 1850, il y avait un deuxième type, les phalènes plus foncées, en plus des phalènes claires. Donc, la carte qui va correspondre au pays, à la Grande-Bretagne après l'industrialisation, c'est la carte numéro 2, puisque celle-ci se situe avant, en 1830. Donc on va s'intéresser à cette carte-là. Pour savoir où sont les zones industrielles, on a une troisième carte à laquelle il va falloir comparer celle-ci. Donc les zones industrielles sont en gris. Donc en gros, les zones industrielles sont plutôt ici. Et ici, par exemple, là, on a plutôt des zones non industrielles, tout comme ici. Donc on se rend bien compte que dans les zones industrielles, apparemment, il y a beaucoup plus, voire uniquement, des phalènes de couleur sombre, alors que dans les zones non industrielles, il y a majoritairement, voire uniquement, des phalènes de couleur claire. Maintenant, il va falloir expliquer, à votre avis, pourquoi est-ce que les phalènes sont réparties comme ça en fonction des zones industrialisées ou non. Alors, enfin, une dernière information importante se trouve dans ce petit texte ici, et ça dit que, en gros, à partir de la révolution industrielle, on construisait beaucoup d'usines qui utilisaient notamment du charbon. Cela a causé de la pollution atmosphérique et entraîné la présence de résidus, notamment de la suie, qui s'est déposée sur l'écorce des arbres, qui s'est donc assombrie au fil du temps. Dans cette situation, on imagine aisément qu'il est plus avantageux pour un papillon d'être foncé dans cet écosystème de forêt de zone industrielle, puisque le papillon noir se confondra plus facilement avec un tronc assombri. Inversement, dans une zone non industrialisée, où les arbres sont donc logiquement à écorce plutôt claire, il est probablement plus avantageux pour un papillon d'avoir une couleur plutôt claire elle aussi. Donc si nous revenons sur nos papillons, lorsque la région est industrialisée, il est plus avantageux de se trouver sous ce phénotype-là, c'est-à-dire de posséder plutôt l'allèle grand C et de se confondre avec les troncs. Si dans ce cas on est un papillon noir comme celui-là, on va facilement se camoufler, on va donc moins facilement se faire dévorer par les prédateurs, et donc, logiquement, on aura une vie plus longue et on aura plus de petits. C'est-à-dire qu'à la génération suivante, on aura produit plein de petits papillons noirs. Inversement, dans cette situation de forêt aux arbres plutôt foncés, être un papillon clair, c'est pas avantageux du tout, puisque on va facilement se faire repérer par les prédateurs, se faire manger, et on aura peu de chances de laisser beaucoup de papillons de couleur claire à la génération suivante. Et vous pouvez appliquer le même raisonnement pour les forêts de zones non industrielles où les bois, le bois de bouleau, le tronc de bouleau est plutôt clair. Ainsi, la population évolue au cours du temps, elle change, et il y a de plus en plus d'individus qui présentent des caractères avantageux suivant le milieu où ils vivent au fil du temps. Et c'est ça qu'on appelle en fait la sélection naturelle, c'est-à-dire la sélection des êtres les plus adaptés. Et en termes de sélection, on entend non pas que ceux qui ne sont pas adaptés meurent, mais par contre, ils ont généralement une vie moins longue, ils laissent moins de descendants, moins de petits derrière eux, et donc au fil du temps, leurs caractères seront de moins en moins représentés dans la population. Question 4. Quel est le principe de ce mécanisme? Qui a découvert et théorisé ce mécanisme? Alors, le nom du principe, je viens de le dire, c'est la sélection naturelle. Concernant la personne qui l'a découverte et qui a découvert et théorisé ce mécanisme, il s'agit de Darwin. Et je ne vais pas plus vous expliquer ça puisque le document 5 vous renvoyait vers un lien
qui explique tout ça. Question 5. Au fil des générations et de la sélection naturelle, les populations d'êtres vivants sont-elles plus ou moins aptes à vivre dans leur milieu? Eh bien, exactement comme je viens de vous le dire, plus les êtres sont adaptés à leur milieu, c'est-à-dire que plus ils ont des caractères avantageux qui leur permettent de bien survivre, de bien se nourrir, de bien se développer, plus ils laisseront de petits euh, dans la génération suivante, et donc plus la population changera et et dans la population il y aura de nombreux êtres possédant ces mêmes caractères qui les rendent aptes à vivre bien dans leur milieu. Ensuite, à partir des années 1950, on observe une désindustrialisation de la Grande-Bretagne. Les conditions du milieu changent. Donc désindustrialisation, c'est-à-dire qu'on revient au stade d'avant, le stade où il y avait peu d'usines, pas d'utilisation de charbon. Donc, logiquement, les arbres vont avoir des troncs qui s'éclaircissent à nouveau, car moins de dépôts de suie, donc ils vont forcément être moins poncés. On va retourner au stade dans lequel on se trouvait à ce moment-là, c'est-à-dire avant l'industrialisation. On vous demande de représenter graphiquement l'évolution de la fréquence des allèles petit c et grand C à partir de 1950 en Grande-Bretagne. Comme il s'agit de à partir de 1950, on peut retourner sur ce graphique-là et se dire qu'on va poursuivre le graphique après cette date-là. Vous pouvez le reproduire en entier par exemple. Donc, logiquement, s'il y a des troncs de plus en plus clairs, à nouveau, la forme avec l'allèle petit c, la forme qui donne lieu à un papillon blanc, va être avantageuse. On peut donc imaginer que les fréquences dans la population augmentent, c'est-à-dire qu'on aura à nouveau de plus en plus de papillons blancs, puisqu'ils se reproduisent mieux, ils sont plus adaptés à leur environnement, puisqu'ils se confondent mieux avec les troncs, et donc il y en a de plus en plus dans la population. Inversement, on imagine que les papillons portant l'allèle grand C voient leur fréquence diminuer au cours du temps, puisqu'ils présentent, eux, une forme du caractère couleur moins avantageuse, qui fait qu'ils se reproduisent moins et ils laissent moins de descendants. Donc à la génération d'après, il y en a de moins en moins. Je vous ai fait le commentaire de la courbe en même temps que je vous l'ai montré faite dans la correction. Donc j'ai répondu à la question 7 également. Et enfin, au sein d'une même espèce, les individus sont proches génétiquement. Par exemple, il y a seulement 0,1% de différence sur le plan génétique entre deux êtres humains. Par contre, il y a 10 fois plus de différence, environ 1,23%, entre un être humain et un chimpanzé qui, eux, appartiennent à des espèces différentes. On se rend donc compte que quand on est dans la même espèce, on possède une information génétique qui est extrêmement proche, qui n'est pas exactement similaire, c'est pourquoi nous présentons tous des différences en termes de forme, de caractère, mais n'empêche que notre information génétique est très 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 proche. Sachant cela, si les phalènes du bouleau Carbonaria deviennent très différents des phalènes du bouleau Typica suite à la sélection naturelle, que pourrait-il se passer? Donc, cette question vous demande un petit peu de réfléchir et de tenir en compte toutes les informations vues auparavant. Et en fait, tenant compte notamment de cette dernière information, on peut supposer que si vraiment les phalènes du bouleau des deux formes deviennent très très différentes, qu'elles accumulent des différences en fait, le pourcentage de différence entre elles va forcément augmenter, et à un moment, peut-être qu'elles deviendront tout simplement des espèces différentes. Donc c'est ainsi que se forment de nouvelles espèces. Au départ, les individus appartiennent à la même espèce et ils accumulent ensuite des différences qui sont dues à l'environnement où ils vivent. Et si une population vit à un endroit où certains caractères sont avantageux, et une autre population de la même espèce vit à un autre endroit où d'autres caractères sont avantageux, peut-être qu'au fil du temps, au fil de l'adaptation de l'espèce à son environnement, on va se retrouver avec deux espèces différentes. Dans notre cas, on aurait pu trouver une espèce typique des coins industrialisés et une espèce de phalène typique des coins non industrialisés qui ne se ressembleraient plus tellement, qui auraient beaucoup de différences entre elles et qui du coup constitueraient bien deux espèces différentes l'une de l'autre.